Ah oui. Bon, bienvenue à la 35e vigile mars 2011. Ça fait 8 mois que nous occupons le Champ de Mars à chaque samedi 14h. Et comme de raison, ça continue à Québec à chaque samedi 14h à la place du peuple souverain. Et donc c'est ça. Là, je rappelle que lundi le 28, il y a effectivement une manifestation qui a lieu pour aller manifester contre le plan Nord qui est présenté au Palais des Congrès par Jean Charest à la Chambre de commerce. Et donc, c'est en collaboration avec le Maître chez nous au 21e siècle de Daniel Breton, le mouvement du 24 septembre. Et puis, donc ça, c'est lundi midi en face du Palais des Congrès. Comme je disais la semaine passée, Jean Charest y est présent. Contrairement aux autres manifestations qu'on a fait, il était pas là, il était ailleurs qu'à son bureau ou que l'endroit où l'on manifeste. Et d'ailleurs, il n'est pas à l'hôtel de ville ici. Donc c'est à peu près ça. Pas grand chose à dire à part ça, bonne vigile et puis place à la lecture de texte. C'est là que j'entre en scène avec la suite du feuilleton, qui est utile pour traverser l'hiver. Alors, l'art de la guerre, tel que traduit par le père Amyot en 1772. D'abord, résumé de l'article précédent. Quand tous les préparatifs sont faits, quand l'armée est prête à marcher, quand elle est suffisamment équipée, suffisamment puissante, il importe de se lancer à l'attaque extrêmement rapidement et de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour terminer la guerre le plus vite possible. Parce que l'armée se nourrit du pays qui l'a lancé et c'est le pays qui s'épuise quand l'armée est en marche. Donc le devoir de tout bon général est de s'arranger pour que ça se termine le plus rapidement possible. Article 3. Des propositions de la victoire et de la défaite. Sun Tzu dit: voici quelques maximes dont vous devez être pénétrés avant que de vouloir forcer des villes ou gagner des batailles. Conservez les possessions et tous les droits du prince que vous servez. Voilà quel doit être le premier de vos soins. Les agrandir en empiétant sur les ennemis, c'est ce que vous ne devez faire que lorsque vous y serez forcés. Veillez au repos des villes de votre propre pays. Voilà ce qui doit principalement vous occuper. Troubler celui des villes ennemies, ce ne doit être que votre pis-aller. Mettre à couvert de toute insulte les villages amis, voilà ce à quoi vous devez penser. Faire des irruptions dans les villages ennemis, c'est ce à quoi la nécessité seule doit vous engager. Empêcher que les hameaux et les chaumières des paysans ne souffrent le plus petit dommage, c'est ce qui mérite également votre attention. Porter le ravage et dévaster les installations agricoles de vos ennemis, c'est ce qu'une disette de tout doit seule vous faire entreprendre. Conserver les possessions des ennemis est ce que vous devez faire en premier lieu, comme ce qu'il y a de plus parfait. Les détruire doit être l'effet de la nécessité. Si un général agit ainsi, sa conduite ne différera pas de celle des plus vertueux personnages. Elle s'accordera avec le ciel et la terre, dont les opérations tendent à la production et à la conservation des choses plutôt qu'à leur destruction. Ces maximes, une fois bien gravées dans votre cœur, je suis garant du succès. Je dis plus, la meilleure politique guerrière est de prendre un État intact. Une politique inférieure à celle-ci consisterait à le ruiner. Il vaut mieux que l'armée de l'ennemi soit faite prisonnière plutôt que détruite. Il importe davantage de prendre un bataillon intact que de l'anéantir. Eussiez-vous 100 combats à livrer, 100 victoires en seraient le fruit. Cependant, ne cherchez pas à dompter vos ennemis au prix des combats et des victoires. Car s'il y a des cas où ce qui est au-dessus du bon n'est pas bon lui-même, c'en est un ici
où plus on s'élève au-dessus du bon, plus on s'approche du pernicieux et du mauvais. Il faut plutôt subjuguer l'ennemi sans donner bataille. Ce sera là le cas où plus vous vous élèverez au-dessus du bon, plus vous approcherez de l'incomparable et de l'excellent. Les grands généraux en viennent à bout en découvrant tous les artifices de l'ennemi, en faisant avorter tous ses projets, en semant la discorde parmi ses partisans, en les tenant toujours en haleine, en empêchant les secours étrangers qu'il pourrait recevoir et en lui ôtant toutes les facilités qu'il pourrait avoir de se déterminer à quelque chose d'avantageux pour lui. Sun Tzu dit « Il est d'une importance suprême dans la guerre d'attaquer la stratégie de l'ennemi. Celui qui excelle à résoudre les difficultés le fait avant qu'elles ne surviennent. Celui qui arrache le trophée avant que les craintes de son ennemi ne prennent forme excelle dans la conquête. Attaquer le plan de l'adversaire au moment où il naît, puis rompez ses alliances, puis attaquer son armée. La pire des politiques consiste à attaquer les cités. N'y consentez que si aucune autre solution ne peut être mise à exécution. Il faut au moins 3 mois pour préparer les chariots parés pour le combat, les armes nécessaires et l'équipement, et encore 3 mois pour construire des talus le long des murs. Si vous êtes contraint de faire le siège d'une place et de la réduire, disposez de telle sorte vos chars, vos boucliers et toutes les machines nécessaires pour monter à l'assaut, que tout soit en bon état lorsqu'il sera temps de l'employer. Faites en sorte surtout que la reddition de la place ne soit pas prolongée au-delà de 3 mois. Si ce terme expiré, vous n'êtes pas encore venu à bout de vos fins, sûrement il y aura eu quelques fautes de votre part. N'oubliez rien pour les réparer. À la tête de vos troupes, redoublez vos efforts. En allant à l'assaut, imitez la vigilance, l'activité, l'ardeur et l'opiniâtreté des fourmis. Je suppose que vous aurez fait auparavant les retranchements et les autres ouvrages nécessaires, que vous aurez élevé des redoutes pour découvrir ce qui se passe chez les assiégés, et que vous aurez paré à tous les inconvénients que votre prudence vous aura fait prévoir. Si, avec toutes ces précautions, il arrive que des 3 parties de vos soldats, vous ayez eu le malheur d'en perdre une, sans pouvoir être victorieux, soyez convaincus que vous n'avez pas bien attaqué. Un habile général ne se trouve jamais réduit à de telles extrémités. Sans donner des batailles, il sait l'art d'humilier ses ennemis. Sans répandre une goutte de sang, sans tirer même l'épée, il vient à bout de prendre les villes. Sans mettre les pieds dans les royaumes étrangers, il trouve le moyen de les conquérir, sans opération prolongée. Et sans perdre un temps considérable à la tête de ses troupes, il procure une gloire immortelle au prince qu'il sert, il assure le bonheur de ses compatriotes et fait que l'univers lui est redevable du repos et de la paix. Tel est le but auquel tous ceux qui commandent des armées doivent tendre sans cesse et sans jamais se décourager. Votre but demeure de vous saisir de l'Empire alors qu'il est intact. Ainsi vos troupes ne seront pas épuisées et vos gains seront complets. Tel est l'art de la stratégie victorieuse. Il y a une infinité de situations différentes dans lesquelles vous pouvez vous montrer par rapport à l'ennemi. On ne saurait les prévoir toutes. C'est pourquoi je n'entre pas dans un plus grand détail. Vos lumières et votre expérience vous suggéreront ce que vous aurez à faire à mesure que les circonstances vous présenteront. Néanmoins, je vais vous donner quelques conseils généraux dont vous pourrez faire usage à l'occasion. Si vous êtes 10 fois plus fort en nombre que ne l'est l'ennemi, environnez-le de toutes parts. Ne lui laissez aucun passage libre. Faites en sorte qu'il ne puisse ni s'évader pour aller camper ailleurs, ni recevoir le moindre secours. Si vous avez 5 fois plus de monde que lui, disposez tellement votre armée qu'elle puisse l'attaquer par 4 côtés à la fois lorsqu'il en sera temps. Si l'ennemi est 1 fois moins fort que vous, contentez-vous de partager votre armée en 2. Mais si, de part et d'autre, il y a une même quantité de monde, tout ce que vous pouvez faire, c'est de hasarder le combat. Si, au contraire, vous êtes moins fort que lui, soyez continuellement sur vos gardes. La plus petite faute serait de la dernière conséquence pour vous. Tâchez de vous mettre à l'abri et évitez autant que vous le pourrez d'en venir aux mains avec lui. La prudence et la fermeté d'un petit nombre de gens peuvent venir à bout de lasser et de dompter même une nombreuse armée. Ainsi, vous êtes à la fois capable de vous protéger et de remporter une victoire complète. Celui qui est à la tête des armées peut se regarder comme le soutien de l'État, et il l'est en effet. S'il est tel qu'il doit être, le royaume sera dans la prospérité. Si au contraire, il n'a pas les qualités nécessaires pour remplir dignement le poste qu'il occupe,
le royaume en souffrira infailliblement et se trouvera peut-être réduit à 2 doigts de sa perte. Un général ne peut bien servir l'État que d'une façon, mais il peut lui porter un très grand préjudice de bien des manières différentes. Il faut beaucoup d'efforts et une conduite que la bravoure et la prudence accompagnent constamment pour pouvoir réussir. Il ne faut qu'une faute pour tout perdre. Et parmi les fautes qu'il peut faire, de combien de sortes n'y en a-t-il pas? S'il lève des troupes hors de saison, s'il les fait sortir lorsqu'il ne faut pas qu'elles sortent, s'il n'a pas une connaissance exacte des lieux où il doit les conduire, s'il leur fait faire des campements désavantageux, s'il les fatigue hors de propos, s'il les fait revenir sans nécessité, s'il ignore les besoins de ceux qui composent son armée, s'il ne sait pas le genre d'occupation auquel chacun d'eux s'exerçait auparavant, afin d'en tirer parti, suivant leur talent, s'il ne connaît pas le fort et le faible de ces gens, s'il n'a pas lieu de compter sur leur fidélité, s'il ne leur fait pas observer la discipline dans toute la rigueur, s'il manque du talent de bien gouverner, s'il est irrésolu et s'il chancelle dans les occasions où il faut prendre tout à coup son parti, s'il ne fait pas dédommager à propos ses soldats lorsqu'ils auront eu à souffrir, s'il permet qu'ils soient vexés sans raison par leurs officiers, s'il ne sait pas empêcher les dissensions qui pourraient naître parmi les chefs. Un général qui tomberait dans ses fautes rendrait l'armée boiteuse et épuiserait d'hommes et de vivres le royaume et deviendrait lui-même la honteuse victime de son incapacité. Sun Tzu dit, dans le gouvernement des armées, il y a 7 mots. 1. Imposer des ordres pris en cours selon le bon plaisir du prince. 2. Rendre les officiers perplexes en dépêchant des émissaires ignorant les affaires militaires. 3. Mêler les règlements propres à l'ordre civil et à l'ordre militaire. 4. Confondre la rigueur nécessaire au gouvernement de l'État et la flexibilité que requiert le commandement des troupes. 5. Partager la responsabilité aux armées. 6. Faire naître la suspicion qui engendre le trouble, une armée confuse conduite à la victoire de l'autre. 7. Attendre les ordres en toutes circonstances. C'est comme informer un supérieur que vous voulez éteindre le feu. Avant que l'ordre ne vous parvienne, les cendres seront déjà froides. Pourtant, il est dit dans le code que l'on doit référer à l'inspecteur en ces matières. Comme si, en bâtissant une maison sur le bord de la route, on prenait conseil de ceux qui passent. Le travail ne serait pas encore achevé. Tel est mon enseignement. Nommer appartient au domaine réservé au souverain. Décider de la bataille à celui du général. Un prince de caractère doit choisir l'homme qui convient, le revêtir de responsabilité et attendre les résultats. Pour être victorieux de ses ennemis, 5 circonstances sont nécessaires. 1. Savoir quand il est à propos de combattre et quand il convient de se retirer. 2. Savoir employer le peu et le beaucoup, suivant les circonstances. 3. Assortir habilement ses rangs. 4. Celui qui, prudent, se prépare à affronter l'ennemi, qui n'est pas encore. Celui-là même sera victorieux. Tirer prétexte de sa rusticité et ne pas prévoir est le plus grand des crimes. Être prêt en dehors de toute contingence est la plus grande des vertus. 5. Être à l'abri des ingérences du souverain dans tout ce qu'on peut tenter pour son service et la gloire de ses armes. C'est dans ces 5 matières que se trouve la voie de la victoire. Connais ton ennemi et connais-toi toi-même. Eussiez-vous 100 guerres à soutenir, 100 fois vous serez victorieux. Si tu ignores ton ennemi et que tu te connais toi-même, tes chances de perdre et de gagner seront égales. Si tu ignores à la fois ton ennemi et toi-même, tu ne compteras tes combats que par tes défaites. Merci. Alors, c'est la parole libre. Et je ne parle pas cette semaine. Comique. Bon, alors, je reviens et je profite du fait que Mathieu est là et qu'il a assisté, tout comme moi, à un débat... Hein? Tu vas parler quand même, bon, c'est bien. Qu'il a assisté, comme moi, à un débat qui a eu lieu jeudi, c'est bien ça, à l'UQAM, entre 3 représentants des 3 partis provinciaux indépendantistes. J'insiste parce qu'il y a le Bloc qui a fait aussi un débat Internet cette semaine, mardi.
Et puis, il ne faut pas oublier le Bloc québécois qui est quand même dans le tableau général. Et j'ai les notes ici, je pense, de qui était là exactement. Je vais quand même le mentionner. Non, je ne l'ai pas pris ici. Ça va très mal. Donc, je suis désolé. C'était M. Saillant pour Québec solidaire, M. Jean-Martin Hossan pour l'Option nationale, qui est le parti qui l'a fondé, et M. Bernard Drainville, pour le Parti québécois. Donc, je sais pas, Mathieu, si tu veux, à un moment donné, donner ton avis sur le truc, tu vas le donner aussi. Veux-tu commencer ou tu peux lancer le truc, puis je vais rajouter des choses aussi. J'ai assisté au débat, justement, puis moi, c'est surtout la parole des gens dans la salle par les questions à la fin qui m'ont interpellé, parce que le mot qui revenait souvent, c'était union. Dans la salle, il y avait des partisans de Québec solidaire, des partisans de l'Option nationale, il y avait probablement des partisans du PQ, même s'ils n'ont pas fait entendre vraiment. Mais il y avait des partisans de chacun des trois camps. Puis les trois sont fièrement attachés à leur parti. Mais tout le monde, 99% des gens dans la salle étaient d'accord pour dire que pour qu'on arrive à l'indépendance, il va falloir que les trois partis s'unissent. Les trois débatteurs l'ont dit aussi. Ils ont dit qu'il va falloir une union. Ils n'ont pas voulu dire la forme. C'était sous un même parti ou sous une coalition. Mais les trois justement étaient d'accord pour dire ça, mais ils étaient aussi d'accord pour dire que ça allait arriver sous leurs conditions à eux. Donc moi personnellement, je suis membre d'Option nationale et c'est mon parti. Donc je vais militer pour le parti Jean-Martin Hossan. Mais s'il y a une chose que j'apprécie pas dans son discours, c'est justement celui-là qui est le même que les deux autres, de dire qu'on peut s'unir, mais seulement si les autres partis adoptent nos propres positions. Dans ce cas-là, si les autres partis adoptent tes propres positions, il n'y a pas raison d'avoir différents partis. C'est la beauté de la division des partis, à mon avis, qui permet d'attirer plus de gens dans le mouvement souverainiste. Donc les souverainistes de gauche vont aller voir Québec solidaire. Les souverainistes peut-être plus portés vers un vent de changement, la jeunesse, les feux d'artifice vont aller vers l'Option nationale. Parce que c'est vraiment... Moi, je perçois vraiment un vent de ce côté-là. Ou sinon, il y a toujours le Parti québécois, mais il y a les trois partis qui peuvent chacun attirer leur propre clientèle. Je pense que c'est important d'avoir une certaine diversité à ce niveau-là, contrairement à ce qu'un seul parti a le monopole de l'indépendance. Mais encore là, il faut que les trois partis, il n'y a aucun bénéfice à ça s'ils ne sont pas unis. Au contraire, ça va faire régresser le mouvement. Donc, mais déjà que les trois débatteurs parlaient d'union, c'est déjà très intéressant. Puis on voit qu'il y a un progrès parce que pas si longtemps que ça, on n'en parlait pas vraiment. Mais là, avec le troisième parti qui vient d'émerger, on n'a pas vraiment le choix d'en parler, je veux pas. Donc, encore là, Jean-Martin Hossan, comme j'ai dit, j'aime beaucoup son programme, mais moi, quand il dit on va accepter de s'unir à Québec solidaire ou au Parti québécois sous une coalition, voire une union, s'ils adoptent la même stratégie de méthode à l'accession à l'indépendance que nous. Pour moi, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut que les trois partis s'unissent sur une coalition stratégique électorale. Peu importe la forme que ça prend, il faut que ça ait lieu, surtout pendant les élections, que ce soit stratégique. Puis, une fois que les souverainistes vont être au pouvoir, on décidera quelle méthode d'accession est la meilleure. Puis là, on s'astinera quand on va avoir le pouvoir, parce que quand on s'astine qu'on n'a pas le pouvoir, c'est pas mal de l'astinage en vide, si on peut dire. Puis c'est ce qui tanne les gens un peu. Donc, je pense que du côté des trois partis, il y a quelque chose d'intéressant qui est sorti de ce débat-là, du côté de l'Union. Encore là, il va falloir se sortir de l'esprit que notre méthode, c'est nécessairement la meilleure. Parce que, oui, il y a des méthodes qui, à mon avis, sont meilleures que d'autres. Mais il va falloir penser à ça une fois qu'on va être unis, parce que si on n'est pas unis et on pense à ça, mais ça va venir à nulle part, ça va venir à trois directions différentes, puis là, ça va être la vraie division. Donc, ça, sur Facebook, cette semaine, quelqu'un a écrit faut pas avoir peur de la division, faut chercher la multiplication. Donc là, il y a trois parties, mais la multiplication dans l'unisson. Donc, il y a plusieurs partis qui ouvrent plusieurs horizons au mouvement, mais si ceux-ci ne s'unissent pas, c'est là qu'on régresse. Mais une fois que ceux-ci vont être unis, on va être pas mal plus fort que quand il y avait un seul parti dirigé par un seul chef qui avait ses propres idées, qui avait le monopole de l'idée d'indépendance. Donc, c'est vraiment ce qui m'a marqué dans le débat. Parlais du débat de jeudi, on voulait y aller maintenant.
Ben, je vais repartir là-dessus. Effectivement, si j'essaie de rassembler tout ça, l'impression qu'on a, c'est que oui, restons multipliés au niveau intellectuel dans nos têtes et tout, mais unissons-nous au niveau de l'action. C'est qu'on soit coordonnés et qu'on fasse quelque chose. Moi, ce que j'ai retenu, c'est, bon, plusieurs choses, mais pour reprendre un peu la balle au fond de ton résumé, ton analyse, c'est la question de... Jean-Martin Hossan a parlé de fusion possible même, qui était prêt à fusionner l'option nationale avec d'autres partis quand ça va être l'indépendance qui va être le premier qui va être le premier objectif, et que tant que ça ne sera pas l'objectif premier, bon, la fusion ne se fera pas, mais il est prêt à créer la fusion, de refusionner son parti tout neuf. Bon, donc on voit vraiment que ce qui attire chez l'option nationale, c'est le côté on veut la ligne directe, la ligne claire, c'est ça qu'on veut, on fera pas de chichi et on va se diriger vers l'indépendance, point à la ligne. Ce qui attire du côté du PQ, et malheureusement j'ai été plus attiré par le PQ que par l'option nationale, c'est que j'ai l'impression que en tout cas le discours que M. Drainville avait correspondait plus à ma vision de où en est la population en ce moment. C'est-à-dire cette espèce de côté, les gens en ce moment regardent même pas la politique comme quelque chose de pratique et tout. Et j'ai trouvé que les deux autres étaient un peu plus idéalistes, un peu plus on va suivre notre idée. Et parce qu'il y a eu M. Drainville qui a posé à M. Hossan une question qui était qu'est-ce que vous allez faire si l'option nationale n'a que 4 ou 5 % de l'électorat de son côté aux prochaines élections? Il dit ça va être comme une dégelée, puis bon, ça va brimer le mouvement, ou en tout cas, ça va ralentir le mouvement indépendantiste. Et ce que Jean-Martin Hossan a répondu, c'est moi, toute victoire de tout souverainiste indépendantiste va être vue comme une victoire de l'option nationale. Mais le problème, à mon sens, c'est que en ce moment, je sens beaucoup qu'il y a 60 % de la population qui regardent le match et qui regardent les libéraux s'agiter et se caler, et qui regardent les péquistes, les souverainistes en général, ben les péquistes aussi en particulier, effectivement, mais les indépendantistes en général se crêper le chignon puis se diviser. Et on dirait qu'ils attendent les fins des combats de coq pour voir qui a l'air solide et puis qui a l'air un peu une attitude j'attends qui est le plus fort et je vais me coller dessus et puis je vais me sentir en sécurité et protégé par... Et là, le PQ, il se chicane et puis tous les indépendantistes sont en plein petit mouvement. On est visible, là, la population nous regarde et nous attend et attend de voir des gens qui ont l'air le moindrement organisés pour les suivre. Et moi, je sens ça de la population. Et c'est pour ça que, effectivement, ce que Mathieu disait, c'est très intéressant, le fait qu'il y ait une atomisation, ou plutôt une multiplication des points de vue et des idées pour que ça élargisse le spectre de tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut percevoir comme solution, comme problème, comme angle d'attaque. Mais en même temps, il faut avoir, et c'est un peu pour ça que je vous assène Sun Tzu toutes les semaines, il faut qu'il y ait quand même une rigueur à un moment donné. Il y a des élections qui s'en viennent. C'est 75% du territoire québécois là, qui est en train de se faire brader, en train de se faire bousiller de manière peut-être réductible, parce que là, cette semaine, Charest a annoncé que les yeux pleins d'étoiles, nous allons ouvrir le Grand Nord aux touristes et on va avoir 3 millions de chasseurs et de pêcheurs qui vont se garrocher dans le nord du Québec. Moi, je suis désolé, la question avec les Autochtones, ça tourne beaucoup autour des droits de pêche et de chasse. Est-ce qu'il va les faire du tourisme, puis prendre des photos, puis aller faire du canot camping dans les mines ou bien dans les zones supposément protégées et forestières? Qu'est-ce que ça va donner? Quand on regarde l'état de l'Himalaya après tous ceux qui sont montés en haut dans ce sommet si lointain et que c'est bourré de déchets et bourré d'affaires à des altitudes absolument presque impossibles à nettoyer, puis qu'on sait déjà qu'est-ce qu'il y a comme déchets dans le nord du Québec et que les compagnies laissent leur matériel là, laissent pourrir, laissent des produits dangereux traîner en pleine nature et tout. Ça va ressembler à quoi, là, le grand terrain vague, la grande dôme du Nord, si on laisse tout faire, tout aller? Il y a ça, il y a toutes sortes d'autres points, on ne parlera pas de la culture, on ne parlera pas de toutes ces questions-là, mais il y a urgence, là, il faut peut-être commencer à prendre ça au sérieux. Et ça va être un dernier commentaire que je vais faire pour le moment, pour laisser d'autres venir parler. J'ai trouvé, et ça m'a beaucoup marqué, et je ne sais pas si c'est que le fait qu'on parle toutes les semaines depuis 8 mois aujourd'hui, je le souligne encore parce que faut quand même apprécier le fait qu'on tient encore
petit à petit, on fait notre travail de fourmi et de grains de sable et on continue à être là et à ronger. Il faudrait que plein de monde ronge partout dans tous les coins. Il y en a qui le font à Québec, à Gatineau et à d'autres places, mais il faudrait que ça continue ça. Moi, je ne sais pas si le fait donc qu'on est là depuis 8 mois fait que notre réflexion progresse à une certaine vitesse. J'ai trouvé qu'il y avait comme des grands tabous et des grands pans, des grands aspects de la question de l'indépendance qui étaient comme non seulement pas couverts, mais carrément évités. Et je pourrais revenir là-dessus, mais il y a eu des phrases qui m'ont fait sauter à un moment donné, et du genre, et qui donnaient l'impression, un peu angélique, que le problème, c'est les Québécois entre les Québécois, que tout le monde va nous laisser tranquille décider de nos décisions, qu'il n'y aura aucune intervention extérieure, c'est-à-dire Ottawa, peut-être même Washington ou l'OTAN ou n'importe quoi, ou les minières maintenant qui vont commencer à prendre du pouvoir avec leur lobby et tout, et que tout est beau et que nous sommes pacifistes et que ça va suffire et que les gens vont être gentils avec nous. Moi, je suis désolé, j'ai vécu 95, j'ai vécu, j'étais trop petit pour voter, mais 80 aussi. Les interventions extérieures, il y en a eu, au point où ça a été un peu évoqué, mais il faudrait le faire clairement. Il faut que s'il y a un prochain référendum, qui est une option parmi d'autres, Drainville était très stické là-dessus, référendum à tout prix, c'est la seule solution, mais je suis d'accord aussi. On s'en fout du moyen et puis des méthodes, là, pourvu que ça soit efficace et que ça marche. Mais pendant ces référendums-là, s'il y a un troisième référendum, il faut absolument exiger des observateurs internationaux. Ça, il est hors de question de faire un troisième référendum sans qu'il y ait l'ONU qui regarde et d'autres organismes, que ce soit Amnesty ou n'importe quoi. Il faut dire, écoutez, nous sommes sous domination depuis des siècles. On fait ça, observer à l'international et pas autrement. Et on fait pas ça en famille, puis on fait pas ça en huis clos, on met ça sur la scène de la planète. Je m'arrête pour le moment, j'ai beaucoup parlé. Alors, au suivant, merci. Vas-y. Je voulais juste ajouter de quoi par rapport au Parti québécois. C'est pas compliqué, je crois que le problème avec le Parti québécois, ce qui arrive, c'est que les personnes se présentent... Bon, moi, ces temps-ci, je suis un peu... je me tiens un petit peu moins à l'affût de tout ce qui se passe. Je suis loin de Montréal, fait que je suis pas en mesure d'assister à plein de conférences et toutes sortes de choses. Donc, la seule fenêtre que je peux avoir souvent, c'est les sites internet et tout ça, et les nouvelles. Et puis, c'est pas compliqué, là. Je regardais Mongrain qui recevait les chefs de parti. Il y a eu Legault qui la semaine passée ou la semaine d'avant qui a présenté son parti. Il y a eu Jean-Martin Hassan avant qui avait présenté son parti, etc., etc. Et puis là, c'était qui se faisait interviewer, donc il est juste un jeune, là, Jocelyn, non? De quel parti? Du Parti québécois, là, c'est comme le deuxième chef d'opposition, quelque chose comme ça. Oui, je me rappelle plus. En tout cas, il était là. Et puis, c'est la même chose que d'habitude. Là, Mongrain était là. Bon, c'est quoi vous avez à offrir, là? Là, on est en campagne, là. C'est quoi vous avez à offrir? Donnez-moi des points. Puis là, lui, il disait les mêmes choses qu'il y a 4 ans, là, tu sais. Ah, ben, un enfant de place. Toutes les vieilles choses, tu sais. Il a dit 8 points, il n'y en a pas eu un qu'il disait l'indépendance du Québec, comment accéder à l'indépendance du Québec, comment tâter le pouls, ou comment savoir si la société voulait ou non, ou la population québécoise était intéressée ou non. Il n'a pas dit un maudit mot sur l'indépendance. Donc, je veux dire, on a beau dire faut se rallier derrière Pauline Marois, faut pas se diviser, faut pas, etc., etc. Je comprends. La seconde que le Parti québécois va commencer à parler d'indépendance, là, on va commencer à discuter du Parti québécois. Sa raison d'être, c'est ça. Moi, je comprends la gouvernance souverainiste, mais pourquoi que le Parti québécois serait tout simplement un parti d'opposition qui fait changement au Parti libéral et qui est pour la gouvernance souverainiste? Au moins, parle-en dans tes 8 points. Là. Il a sorti 8 affaires. Il aurait pu en parler dans la 5e chose ou la 8e chose. Il n'en a même pas parlé du tout. Je veux dire... Cette attitude de peur, là, de parler au public, de ne pas fâcher personne et de dire « OK, on va aller rejoindre la majorité de la population avec ça ». Moi, je trouve que il n'y a rien qui a changé.
qu'ils ont beau s'apercevoir qu'il y a plein de gens qui quittent le parti, qu'ils ont beau s'apercevoir que c'est le bordel, mais il me semble que s'ils parleraient de temps en temps d'indépendance, ça ferait avancer les choses. Ils en parlent peut-être en conférence dans l'UQAM ou des choses comme ça, ou tu sais, des choses comme ça, tu sais, mais je veux dire, il en a pas parlé une seule seconde. Et puis je regardais ça, et puis j'attendais, il a parlé pendant 15 minutes, et puis j'attendais, est-ce qu'il va dire quelque chose par rapport à l'indépendance? Et puis il n'a rien dit par rapport à l'indépendance. Donc je suis désolé, et il représente le Parti québécois parce que la chef était pas présente, elle était occupée à d'autres choses. Donc, c'est quoi le but du Parti québécois là, quand il n'est pas capable de dire que juste dire le mot et comment aborder, ou tu sais, juste faire une petite insertion, là, un petit commentaire, n'importe quoi, rien. Donc moi, à partir de là, je veux dire, je veux bien pas diviser le vote, puis je veux bien pas essayer de voir qu'est-ce qu'il y a de positif dans le Parti québécois. Et la seule raison, le seul positif qu'il y a dans le Parti québécois, c'est de dire, ben, on a plus de chances de gagner. Ils ont une équipe beaucoup plus habituée, expérimentée, etc., etc. La population vieillissante qui sont habitués au parti vont voter pour ce parti-là de tradition. Et donc, on devrait se ranger de ce côté-là, tu sais. Mais même à ça, je veux dire, s'ils n'en parlent pas, ils n'en parlent pas. Quand il arrive des situations comme ça, là, tu sais, qu'on sait que bon, la plupart des gens vont écouter cette émission-là, vont vouloir se renseigner, puis lui, Mongrain, il a abordé ça, là, tu sais, en voulant dire, bon, chaque chef de parti est venu présenter son plan, qu'est-ce que vous proposez, tu sais? Et puis, il n'a rien dit de l'indépendance du Québec. Fait que moi, je sais pas, ça fait depuis que je m'intéresse à la politique que je veux que je m'intéresse au Parti québécois parce que c'est le parti de l'indépendance du Québec. Donc là, c'est le Parti de l'indépendance du Québec, après qu'on aille marcher, qu'on ait été 3000 dans la rue, que des gens en parlent un peu partout, qu'il y a des gens qui quittent le parti et puis là, on les appelle les durs, les radicaux, les ci, les ça, tu sais, je veux dire, non, c'est juste des gens qui attendent que... Non, mais c'est juste des gens qui attendent que le Parti québécois dise le mot indépendance, c'est leur raison d'être. Donc moi, c'est ça, là, je comprends pas pourquoi... c'est si difficile de comprendre pourquoi il y a de la division, c'est si difficile de comprendre pourquoi les gens se rangent pas derrière le Parti québécois. Il me semble que c'est simple, c'est que si tu es un parti d'indépendance puis tu parles pas d'indépendance, ben il y a un problème, c'est tout. Bon, là on peut parler de la chef, mais ça fait je sais pas combien de vigiles qu'on parle de la chef, là, je veux dire, oui, c'est un problème, mais ça, les médias s'en chargent maintenant, là, on n'a plus rien à dire, là, sérieux, les médias s'en chargent, puis... Notre job est fait. Notre job est fait, là, pour ça, là, pour le chef, là. Fait que c'est ça. Il me semble que c'est évident. Pour moi, c'est évident. Donc, je comprends pas pourquoi les gens qui suivent ça et qui sont indépendantistes, c'est pas évident pour eux. Je retourne. Je vais y aller, On va attendre. OK. Bon. Là, je m'excuse de me médire par rapport à la semaine dernière où j'ai dit que Charles Lamel et moi, on allait se prendre chacun une semaine, mais on est peu nombreux, oui, non, effectivement. On ne montrera pas à la caméra à quel point on est peu nombreux, mais étant donné qu'on est peu nombreux, on va se permettre quand même parce que, bon, Charles Lamel a quand même des choses à dire, je le vois, et ça va relancer le débat. Ben, il y a quelque chose de très simple, et je vais même embarquer Legault dans l'équation. Je pense qu'il faut faire la différence entre les gens qui disent il faut être pragmatique et les gens qui disent on a un objectif et il faut atteindre et travailler pour cet objectif-là. Et c'est une espèce de spectre entre ces deux choses-là. Je pense, sincèrement, que Legault est indépendantiste. Je pense que Legault, à moins de lui prêter comment je peux dire, des intentions malveillantes ou démoniaques ou tout ça, moi, personnellement, de ce que je perçois, je pense qu'un indépendantiste qui a fait un bout de chemin, qui a vu que la population ne réagissait pas assez à son goût, qui a fait, ben, coudonc, ils n'ont pas l'air de vouloir ça pour le moment, on va mettre ça sur la glace, puis on va proposer autre chose. Puis, tiens, je propose autre chose, là, le monde bouge plus, puis, ben, coudonc, c'était ça, il y avait des blocages au niveau de la population. Marois, c'est à mi-chemin là-dedans. C'est OK, on va parler d'indépendance pas trop clairement, puis de manière soft, puis gentille, puis douce, puis tout ça.
Puis ça va mieux passer auprès de la population, ça va mieux glisser. Mais encore une fois, est-ce que ce sont des bonnes tactiques? Est-ce qu'il faut avoir le PQ qui parle pas d'indépendance, mais qui est pour l'indépendance au fond de son cœur, mais qui le cache? Ou avoir quelqu'un qui est anti-indépendantiste? C'est ça aussi, là. C'est que et j'ai pas d'opinion là-dessus. Personnellement, j'ai pas d'opinion là-dessus. Je pense qu'il faut définir, je l'ai dit il y a 2 semaines déjà, il faut s'entendre, les indépendantistes. D'abord, il faut dire, OK, on est des indépendantistes, mais on se reconnaît tous comme indépendantistes, on est une guerre. Bon, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, il faut s'entendre sur à quel point sommes-nous en danger. Ça, je répète cette espèce de formule-là. Et même si on n'est pas tous d'accord dans nos analyses ou nos lectures sur le niveau de danger, il faut s'entendre théoriquement sur un état de danger qui doit être notre plateforme, si vous voulez, ou notre discours. Ça, on considère qu'on est en danger à tel niveau. Si ça continue comme ça et si la tendance se maintient comme ça, d'ici 20 ans, la langue française va avoir complètement, va être presque éradiquée de Montréal et elle va avoir disparu. On ne pourra pas revenir en arrière, ça va être fini et tout. Ou bien non, on a encore 50 ans pour faire ça. Ou bien non, on va tenir un siècle même sans forcer, bon, n'importe quoi. Ou d'ici 2 ans, tout est foutu. Ou c'est déjà trop tard. Bon, tous les discours sont possibles à ce niveau-là, mais la deuxième étape, donc, c'est qu'ils s'entendent sur l'état de danger dans lequel on est. À partir de là, découlent naturellement les actions qu'on utilise. Et là, qu'est-ce qui est le plus pressé? Dégommer Charest le plus vite possible, parce que c'est Charest qui est le mal absolu qui fait le plus de bobos. Dégommer Charest et pas permettre à Legault de rentrer à tout prix, parce que Legault va faire aussi pire que Charest. Dégommer Charest, Legault et pas permettre à Marois de rentrer non plus, parce qu'elle va aussi être molle et faire le mal aussi. Donc, donc, tous se rassembler derrière l'option nationale et puis réussir à en faire un parti qui va prendre le pouvoir, alors qu'il y a 2 députés à peu près d'expérience pour le moment, Lisette Lapointe et Jean-Marc Léosan, qui sont à l'option nationale. C'est ça, c'est qu'en fait, je pense qu'il faut voir ça de manière graduée, d'une certaine manière. Oui, il y a des purs et durs qui doivent travailler qui sont l'avant-garde, si vous voulez, là, qui travaillent dans les coins, puis qui avancent et qui font faire les choses. Mais il faut qu'il y ait des gens un peu plus modérés qui suivent, puis d'autres encore un peu plus modérés qui suivent. Et qu'à la toute fin, on travaille jusqu'à amener, et ça c'est l'objectif théorique, utopique, mais qu'il faut se dire, Québécois et indépendantistes doivent devenir des synonymes. Québécois, dire un Québécois indépendantiste, ça doit devenir un pléonasme, ça doit devenir répéter la même chose. Tout Québécois, naturellement, on doit travailler, et ça c'est du long terme, c'est de l'éducation populaire. Tout Québécois doit naturellement déduire, ben je suis mieux dans un Québec libre que pris dans le Canada. Et ça se fait comment? Ça se fait en répétant l'histoire du Québec, selon la lecture québécoise de l'histoire du Québec et pas selon la lecture canadienne, mais qui peut être étudiée aussi, puis qu'on voit comment ils perçoivent ça, parce qu'il faut connaître aussi l'adversaire et les forces et les faiblesses de l'adversaire. Donc, répéter l'histoire du Québec, montrer la machine au niveau économique, comment ça marche. Il y avait le Bloc québécois qui, paraît-il, avait monté tout un système pour montrer tout ce que coûtait au Québec le fait d'être dans le Canada. Et ça, c'était directement pointer du doigt le portefeuille de tous les citoyens du Québec et de regarder, ça vous coûte tant, parce que vous êtes dans le système canadien. Pointez du doigt, s'il vous plaît. On a Stephen Harper, on a-tu meilleur adversaire que ça au niveau des valeurs et de l'idéologie que Stephen Harper? Qu'est-ce qu'il faut attendre? La loi, c'est 10. Justin Trudeau sera pas meilleur que Stephen Harper. Stephen Harper est monstrueux, quelque part. Là, de notre point de vue, là, je veux dire, il faut considérer tout humain comme un être humain. Mais il nous a quand même reconnus comme nation. Là, il nous a reconnus comme nation. et on ne connaît pas comme nation. Oui, c'est ça. Mais oui, bon, d'accord, c'est pire à ce point de vue-là. Oui. Mais Justin Trudeau, il parle en bilingue, donc il va essayer de quand même nous intégrer dans sa lecture. Stephen Harper, il s'en fout, là. C'est fini, là. Ben et Stephen Harper, je suis désolé, au niveau des valeurs, et il en parlait dans Le Devoir cette semaine, il dit, c'était Manon Cornelier qui faisait un papier dans le journal Le Mercredi dans Le Devoir, qui disait, là on parle beaucoup de sédisme, puis on parle beaucoup de la lutte des valeurs autour du fait que, bon, le rapport aux délinquants, aux jeunes délinquants surtout, l'anonymat des délinquants, le fait que Harper veut, non, tout délinquant
adolescent va être identifié et marqué à vie par le système judiciaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Harper, dans le fond, il y a des amis dans le commerce des armes à feu. C'est pour ça qu'il veut pas du registre des armes à feu. Il y a des amis dans le commerce de la prison. Il veut du cheap labor prisonnier pour construire des affaires pas chères. Donc, il faut quoi? Il faut des conditions pour qu'on ait de plus en plus de criminalité. C'est ça qui construit. C'est le Ku Klux Klan. Ben, c'est pas le Ku Klux Klan. Je pense pas que ce soit le Ku Klux Klan, mais quand tu regardes ça... Les États-Unis. Ben, c'est effectivement une philosophie américaine, mais c'est même pas basé sur la liberté. On se demande sur quoi c'est basé au niveau de l'idéologie. Mais en tout cas, je m'égare, parce que je parle trop. De quoi la semaine prochaine? OK. Bon. Ben, mais la question, c'est qu'on a Stephen Harper, alors... Non seulement la culture, non seulement la langue française, non seulement nos ressources naturelles, mais ça c'est le truc de Charles, non seulement toute l'histoire, et puis le fait que quand on regarde du point de vue québécois l'histoire du Canada, le Canada a été construit sur le dos du Québec et de manière à finir la conquête qui n'a jamais été terminée complètement parce qu'on était plus nombreux que les pauvres petits soldats anglais qui étaient là au lendemain de la conquête. Donc il faut continuer à écrabouiller tout doucement et mettre un oreiller tout doucement sur le bébé pour l'étouffer. Mais en plus, on a la crise des valeurs ici, là, en ce moment, qui est une crise fondamentale, qui est quelque chose, je veux dire, c'est presque manichéen, là, c'est une aberration. On ne peut pas, au niveau des valeurs québécoises qu'on a, être d'accord avec ce que Stephen Harper amène, ou amenez-en des Québécois qui sont d'accord, qu'on discute, mais... Ben, il y a Éric Duhaime. Oui, bon, OK, il y a quelques clowns de service payés pour ça, qu'on écoute parler puis qu'on se demande c'est quoi leur vision des choses. Je veux dire, j'en ai vu, moi... Il y a des comtés conservateurs, là, au Québec. Oui, il y a des comtés conservateurs au Québec, puis il y a du monde qui sont pour le pouvoir, puis il y a du monde qui tout ça. Mais on peut-tu essayer, et c'est pour ça que je parle d'éducation populaire aussi, commencer, parce que un ami me disait à un moment donné, mais tu crois pas à la démocratie? Je dis, moi, je crois à la démocratie d'un peuple relativement, minimalement éduqué et au courant de ce qui se passe. Pas des gens qui votent comme certaines personnes sans même savoir le sexe du député pour qui ils votent. Et ça, c'est arrivé lors des dernières élections. Qui ne savent pas parler anglais, ni français. Ben oui, mais il y a du monde, des Québécois francophones qui ont voté aussi pour des gens parce qu'il y avait une couleur au parti. Et c'est tout. Et ils ne sont pas posés de questions ensuite à qui c'était ces gens-là. Il n'y a pas eu de réflexion, il n'y a pas eu un minimum de comparaison des candidats en présence. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour répondre sur le truc du Parti québécois, je pense qu'il ne faut pas se décourager. Il faut juste considérer qu'il y a différents degrés Viens parler, viens me couper, parce que là, Oui, mais un minimum, c'est tout, là. C'est ça que je dis depuis tantôt, c'est qu'il n'y a même pas une différence de degré, c'est qu'il y a un minimum d'indépendance à discuter. Et même ce minimum-là n'est pas là, je l'entends pas, moi, au Parti québécois. C'est ça, moi, qui m'achale, c'est que même ce minimum-là n'est pas présent. Bon. Alors, je vais faire... Et encore une fois, là... que si, comme tu dis, il ferait de la nuance et puis il dirait, bon, ben, on va y aller tranquillement, on va y aller, puis il faut regarder ça sous cet aspect-là et sous cet aspect-là, tu sais, mais là, en ce moment, moi, je sens que c'est exclu de la question, c'est comme si c'était tabou quand je parle dans les médias de masse, c'est sûr que si tu vas à des conférences ou si tu t'en vas sur le site, ou tu sais, c'est certains qui en parlent entre eux, là, mais je veux dire, lorsqu'ils s'en vont dans les médias et qu'ils s'adressent au grand public, on dirait que c'est quasiment tabou, comme on dirait que c'est les derniers, dans toute la masse indépendantiste, c'est les derniers qui se sentent mal d'être indépendantistes. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et c'est parce qu'ils voient comment, j'imagine, en tout cas, encore une fois, là, j'extrapole, là, je parle pas en connaissance de cause et tout. L'impression que ça me donne, c'est que ils voient la réaction du bon peuple quand il parle trop d'indépendance, puis il recule, puis il s'adapte. De la même manière, à un autre degré, que Charest nous lance des grandes bombes de Suroît, tout ça, le Montfort, tout ce que tu veux, et quand la population se lève en masse avec des pancartes, c'est comme « Oh, OK, là, on va reculer un petit peu, on va s'adapter. » Mais parce que là, on va faire une phrase chacun, là, ça va être un bal et tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, on doit critiquer le PQ qui fait ça. Et oui, il y a je veux dire,
moi, tout ce que je dis, c'est qu'au débat de jeudi dernier, je trouvais que le discours de Drainville collait plus à ma lecture des résistances de la population que les discours de Saillant et de Sang. Moi, c'est tout ce que je dis pour le moment. Donc, je me suis dit, bon, ce que je dis aussi, c'est que oui, le PQ, en ce moment, est rendu, veut pas en parler trop, et selon moi, c'est à cause de pression électoraliste ou pour être sûr de quelque chose. Dis la phrase de l'OT, là, puis je... Non, mais juste, c'est parce que ça fait 2 fois que tu dis la pression électoraliste, mais quand est-ce que des gens se sont levés pour dire non à l'indépendance? Je veux dire, dernièrement. Non, à l'indépendance? Ouais, il y a peut-être la marche de Park Avenue, là, Gazette, ou des choses comme ça, mais je veux dire, à part ça, où la population est à ce point-là anti-indépendance? Bon. Alors, le peuple québécois n'est pas violent et expressif tant que ça, et va pas dire non, nous sommes anti-indépendants. Ils vont le dire dans des officines, ça va être des gens qui ont des leviers économiques, des affaires comme ça, qui vont dire, tu sais, ça, mes clients à l'étranger sont pas tout à fait d'accord avec ce truc-là, bon, tu sais, ça va être des affaires comme ça, où les gens vont rester chez eux, surtout. Mais le gros de la population va dire comme, bon, je reste chez nous, je vais plus voter, puis il y a ça aussi, ça c'est une autre question. Il y a le déficit démocratique là, dont il faut... Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau se dire, OK, ça épure le truc, il va juste rester quelques politisés qui vont aller voter, puis on va être 3 par comté à voter, puis les 2 qui vont être du même bord vont gagner l'élection. Mais parce qu'avant même la question indépendantiste quelque part, il y a la question que si plus personne va voter, on se retrouve dans quel genre d'État, là? Et c'est quoi les dérives que ça va entraîner. Donc, tout ce que je veux dire pour préciser ma pensée et pour laisser la place à d'autres, c'est que ça... Je pense qu'il faut montrer le chemin et être... Je veux dire, il y a 3 partis indépendantistes en ce moment et il y a un mouvement indépendantiste. Et on fait partie d'un mouvement indépendantiste ici, à mars 2011. Tous les groupes qui sont dans le cadre de l'indépendance en font partie. Le NMQ en fait partie aussi. Tout ça, ça constitue le mouvement indépendantiste. Ce mouvement indépendantiste-là, et ça a été dit aussi jeudi, on voit que, ça c'est Saillant qui l'a dit, si je me rappelle bien, que ça n'appartient plus à un parti d'indépendance. Ça appartient à un mouvement populaire. Et ça, c'est quelque chose qui est de nouveau. Et ça, c'est quelque chose et ça rejoint ce que Mathieu disait tout à l'heure, c'est quelque chose où là, ça a pris une multiplication des idées pour commencer à avoir des nouvelles lumières, des nouvelles couleurs, puis quelque chose de l'air frais qui rentrait par des trous un peu partout, puis que ça commence à circuler dans ce sens-là. Ce mouvement-là, selon moi, doit travailler à 3 choses. Je l'ai dit souvent et je vais le répéter, définir à quoi ressemble le Québec indépendant. 2, renouer avec l'histoire, la culture, les valeurs, les connaissances et tout ça. Et 3, commencer à rassembler, devenir un mouvement qui rassemble le plus de monde possible et commencer à dire aux partis, nous on commence à être une force politique aussi. Là. Et on commence à vous dire, la voix, nous on la voit par là, on est pressé ou on est moyennement pressé, tout ça. Et à ce moment-là, si on est tous pressés au niveau de l'option nationale va dire, ben là, j'ai quand même un certain nombre de monde avec moi, puis tout ça. Ce travail-là, combien de temps ça peut prendre? J'en sais rien. C'est du travail de longue haleine. C'est des choses qui ont été faites dans les années 70, qui ont été, comme le disait M. Lepage à une autre vigile, un peu laissées de côté dès que le PQ est rentré au pouvoir. C'est qu'il y a eu une éducation populaire, il y a eu des publications de versions vulgarisées de l'histoire du Québec, de choses du genre. Il y a eu toutes sortes de travaux et des choses à la limite ingrate, à petite dose, petit à petit, avec des gens qui s'impliquent, puis qui font du bénévolat, puis qui font toutes sortes de choses comme ça. C'est du travail d'éducation à long terme. Il faut que ça soit incessant. Il faut reconquérir notre histoire, reconquérir notre culture et multiplier l'information. C'est l'information avant tout qu'il faut faire. Et ça, c'est notre travail à nous. Le reste, ça va suivre. Il faut pas dire, bon, le PQ, les bêtes politiques, ils réagissent à la population, puis sont frileuses ou vont aller dans tel truc. Il y a des gens dedans qui vont vouloir gueuler plus fort et tout, et c'était à la fois sympathique et pathétique de voir les réactions de Drainville,
qui, à un moment donné, se mordait les lèvres littéralement. Tu vas j'espère, corroborer mon impression, Mathieu. Se mordait les lèvres, là, je me tais parce que je vais en manger toute une demain. C'était quasiment littéralement ça. Il y a même une vidéo, là, je pense que c'est Marie-Josée Drolet qui a pris en vidéo, elle a mis ça sur Facebook. C'est justement Drainville qui dit ça, qui dit sur tel point, je suis pas en accord avec le chef. Puis il dit là, je veux pas. Il y a du monde dans la salle, je suis sûr qu'il y a du monde dans la salle avec Facebook et Twitter, donc je vais me taire là. Puis on le voit 30 secondes après sur son petite affaire, aller voir s'il y a des commentaires sur lui. Puis justement, après qu'il dit ça, il dit moi je pense telle affaire, mais ma chef elle pense une autre affaire. Jean-Martin aussi à côté qui a lâché une bourde assez drôle, il dit je vous annonce en primeur que M. Drainville se fait expulser du caucus demain matin, tout le monde s'y met à rire, sauf M. Drainville, mais tu sais, ça montre l'esprit un peu, tu démontres effectivement. Ben, c'est ça, c'est qu'on sent là, que oui, ils ont des problèmes à l'interne et que ça brasse et qu'il y a quelque chose là. Mais qu'en même temps, tout parti politique, il y a plein d'individus qui ont des idées très arrêtées et puis là, ça chicane à l'interne, puis là, il faut qu'ils s'entendent sur un discours commun et des fois, le discours est transparent, puis d'autres fois, il est un peu plus opaque. Et par transparent, je veux dire qu'on sent bien qui était l'opinion et quelle était l'opinion, mais que le chef a décidé. À l'époque de l'évêque, ça se faisait aussi. Là, il laissait la bride sur le dos de ses ministres. Les chicanes avec Bourgault. Puis, ben oui, il y a toutes sortes de chicanes avec Bourgault et l'évêque, ou certains ministres qui sortaient des déclarations, des ministres de l'évêque sortaient des déclarations, puis le lendemain, on savait tous qui avait été dans le bureau de l'évêque, puis que l'évêque lui avait passé un savon. Qu'est-ce que t'as fait là, maudit niaiseux? Donc, bon, ça c'est des machines politiques. Et nous, on fait partie d'un mouvement populaire. Dans ce mouvement populaire-là, je pense qu'il faut tirer la charrue le plus en avant possible et pas avoir peur d'aller au bout de nos logiques. Et c'est un peu, et quelque part ça me réconcilie, c'est un peu l'impression que m'a donné ce qui m'a un peu déçu jeudi, c'est que j'ai eu l'impression, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y avait des zones évitées ou des choses dont on ne voulait pas parler. On ne voulait pas aller au bout de la logique cohérente. Alors, si vous me permettez, je vais... Est-ce que je le fais là? Oh non, je le ferai pas là. Je le ferai si ça revient, ou je le fais là, je le fais pas là, je le fais pas là. Ouais. Bon, ok, je le fais. Non, mais c'est parce que je m'étais pris des notes pour résumer un peu mon... Ouais, ben, tu voulais le dire au début, là, mais tu les trouvais pas, c'est ça? Non, c'était les noms des trucs que je trouvais pas, mais j'ai des notes là-dessus. Vas-y. Mais c'est un peu de manière théorique et tout, mais je pense que... et ça reprend un peu ce que je vous assène toutes les semaines avec Sun Tzu. C'est des principes de base, d'une certaine manière. Et encore une fois, l'information est primordiale. Le fait de transmettre la connaissance, avoir conscience du tableau, de regarder qu'est-ce qui se passe, qui et où, combien on est dans tel mouvement. Il y a combien de monde qui sont dans le mouvement indépendantiste en ce moment? Est-ce qu'on le sait? Il y a combien de monde qui sont de féroces fédéralistes au Québec en ce moment? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on sait c'est qui les chefs des féroces fédéralistes québécois? Est-ce qu'on sait c'est qui toutes les têtes d'affiche du mouvement indépendantiste? Est-ce qu'on sait qui sont ceux qui sont les mous et qui sont les chefs des mous? Est-ce qu'on a une identification autre que celle que les médias nous répètent sans arrêt? Legault, Marois, Charest. Legault, Marois, Charest, Bonnardel, Deltel, tout ça. Hein? Ouverture sportive, effectivement. Mais nous, est-ce qu'on a, mettons qu'on est un peu plus impliqué au niveau politique, est-ce qu'on commence à avoir un tableau clair de « OK, attention, lui, c'est un industriel, il parle pas beaucoup, mais on sait qu'il est là, il appuie sur telle affaire, il appuie sur tel bouton. Tel autre est là. Pelado, son plan, c'est ça à tel niveau. Est-ce qu'on a un tableau militaire de la situation pour voir les forces, les faiblesses de chacun? C'est quoi les forces? C'est quoi l'échiquier? Il ressemble à quoi l'échiquier? C'est quoi ses dimensions? Qui est où? C'est quoi les positions? Première étape, avoir une vision claire de c'est quoi les positions de chacun et savoir comment les forces sont disposées. Savoir ensuite comment jouer les pièces les unes contre les autres. La liberté. Oui. Si tu en es défendu. Oui, non, mais oui. Mais quelles sont les positions de tous ces joueurs-là? Parce que il y a ceux qui parlent sur la place publique. Il y a ceux qui sont des figures publiques, mais qui parlent dans des lobbies, des affaires comme ça. Il y a ceux qui sont dans des lobbies qu'on voit jamais et qui agissent aussi, qui sont plus ou moins connus, mais là, par des listes de chiffres et puis de leurs actions placées ou telle affaire et tout. Donc, des notes très globales et très générales. Première étape, connais-toi toi-même. 1. Est-ce qu'on connaît tout ce qui existe comme force indépendantiste au Québec et est-ce qu'on se connaît tous? Est-ce qu'on se parle tous? Est-ce qu'on est tous connectés? Est-ce qu'on est tous coordonnés? 2. Les Québécois en tant que population. Est-ce qu'on a le pouls de la population réelle? Est-ce qu'on sait où en est la population? Sur toutes sortes de questions.
Et ne serait-ce que son rapport à la démocratie, d'abord, en premier lieu. Son rapport à l'indépendance, son rapport au pouvoir, tout simplement. Est-ce que ça m'importe, moi, que les 3/4 du nord du Québec, les 3/4 du territoire québécois soient exploités par des minières étrangères? Est-ce que je m'en sacre? Ou bien est-ce que c'est fondamental, ça me rentre dans les viscères et ça me tue? C'est quoi le pouls de la population sur cette question-là? Les Autochtones. Il y a 10 nations amérindiennes et les Inuits qui sont au Québec. Est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'on peut les nommer, ne serait-ce que par leur nom, nation par nation? Est-ce qu'on connaît leurs chiffres? Est-ce qu'on sait c'est quoi leurs revendications? Est-ce qu'on connaît leur histoire? Est-ce qu'on sait les déplacements qu'ils ont eu sur le territoire québécois? Est-ce qu'on sait tous les traités qu'il y a eu signés? Bon, toute cette affaire-là, c'est nous. C'est notre pays. C'est nous autres. Et ça, est-ce qu'on le connaît? Première étape, se connaître. Deuxième étape, connaître les ennemis. C'est-à-dire, je suis désolé, je ne fais pas de la théorie du complot. Il y a du monde qui ont intérêt à ce que le Québec reste dans la situation actuelle. Il y a du monde qui font leur pain et leur beurre avec ça. Il y a du monde qui deviennent gras grâce à ça. Ces gens-là, il faut les identifier et les connaître et savoir c'est quoi leurs forces, leurs faiblesses et comment ils fonctionnent. Le Canada, de manière générale, d'abord, c'est quoi la ligne de Harper? Où est-ce qu'il s'en va, Harper? Surveiller la militarisation chez Harper. Comment ça fonctionne, ce système-là? C'est quoi le fait? Pourquoi il nous remet le terme royal en vedette? Pourquoi il veut célébrer 1812, la première défaite américaine de son histoire militaire? Pourquoi c'est important là, de célébrer ça? Pourquoi les portraits d'Élisabeth II reviennent partout? C'est quoi la psychologie derrière ça, de scraper l'identité canadienne que Trudeau essayait de construire et de remplacer ça par un retour au giron britannique? C'est quoi la logique? Il y a une logique derrière ça. C'est quoi cette logique-là? De manière générale, l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest, parce que je rentre Sarkozy, ses intérêts, l'Angleterre, Washington, c'est quoi le Québec pour eux dans la carte géostratégique? C'est quoi que ça va leur faire si le Québec est indépendant? Ça va les toucher? Ça va pas les toucher? Ils sont indifférents? Non, ça les écœure? On le sait-tu? Il faut apprendre ces choses-là, il faut le savoir, il faut commencer à faire des contacts. Oui, là, c'est un autre niveau, c'est un niveau diplomatique, mais il faut que un bon nombre de la population commence à s'intéresser à ces questions-là. Si on veut devenir un pays, je suis désolé, il faut avoir un regard international et global et mondial sur ce qui se passe sur la planète et c'est quoi nos intérêts, c'est quoi nos interactions. Sinon, non, on peut rester dans notre terrier et puis dire non, le reste du monde fait ce qu'il veut et puis c'est pas important pour moi. Mais s'il y a une quête du pays, il y a une quête de la place dans le monde, il faut commencer à connaître les relations, les affaires comme ça. Et c'est quoi les intérêts québécois? Et ça, c'est l'autre affaire. Le Québec a des intérêts, ça je le dis, dans d'autres pays, est un exploiteur d'autres pays, est associé avec le Canada de très près dans l'exploitation d'autres peuples, et a des compagnies qui sont purement québécoises au départ et qui tirent profit d'exploitation, sont impliquées d'une manière ou d'une autre en Libye, au Tibet, dans toutes sortes d'endroits comme ça, la Colombie. En tout cas, toutes ces choses-là, est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'on est conscient de tout ce qui se fait? Et aussi au Québec, donc, il y a des gens qui ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas d'indépendance. Et il y a des gens qui ont intérêt à nous mettre des bâtons dans les roues. Donc, c'est à peu près ça les domaines. Et c'est pour ça que je dis un immense travail d'apprentissage et de connaissance de nous-mêmes et de ce qui nous entoure qu'il y a à faire. Donc, tu dis que ces oui, choses... vas-y, prends le relais. Merci. Non, mais tu dis que ces choses-là ont été évitées dans la conférence. C'était tabou, ces sujets-là. Non, je vais spécifier. Je dis que cette vision, ce que je vous ai fait comme topo, si j'avais entendu ça jeudi, j'aurais fait « Ah, on commence à déployer des choses. » Mais j'ai surtout senti, et ça c'est mon dada peut-être, que c'est le sujet militaire qui était évité. Il y a eu le discours de Sang qui a dit, à un moment donné, il dit il y a 3 moyens d'accéder à l'indépendance du Québec. Il y a, comme le Canada s'est créé en 1867 par des petites signatures entre quelques personnes dans un bureau quelque part, il y a par le peuple complet qui prend le contrôle, un peu selon un discours qui ressemblait à ceux de Sébastien Ricard ici, sur les constituantes, et puis les gens prennent le contrôle de ça, où il y a par la guerre. Et là, il dit, mais ça, adieu, on est pacifiste, ça n'arrivera jamais. Il y a ce domaine-là est complètement éliminé. Ce n'est pas une possibilité, c'est une éventualité inexistante. Ça, je suis désolé et je ne peux pas concevoir que dans la situation où on est, où Jean Chrétien, en 95, a dit, même si ça restait au niveau du débat d'idées, des choses comme ça, nous sommes en guerre.
Le Québec veut briser le Canada. Tous les moyens sont permis. On n'a pas de règles morales à suivre et pas de choses du genre. Tous les moyens sont permis pour changer pour défendre nos acquis. Il faut... Et moi, je suis d'accord avec le pacifisme. Mais je suis pas d'accord pour dire que le pacifisme, c'est la guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. Ça, cette philosophie-là, héritée de la guerre des trucs, je suis pas d'accord avec ça. Le pacifisme, c'est pas aller se cacher parce que l'armée arrive, c'est aller au combat en disant on est prêt à mourir, mais pas à tuer. C'est ça le pacifisme. On est prêt à y aller au bout, jusqu'au bout, et à faire nos affaires, mais on ne fera de mal à personne en faisant ça. Mais nous, on est prêt à manger une méchante volée et on est prêt à se sacrifier pour ça. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est rendu à ce niveau-là? Est-ce qu'on est rendu à ce niveau de civilisation-là au Québec où on est encore en mode survie de dire « Oups, ça commence à chauffer, allons nous cacher, obéissons, soumettons-nous ». C'est ça le problème. C'est que quand tu commences à faire un truc sur l'indépendance du Québec, puis t'as beau dire tout est beau, et c'était le discours de sang, si le Soudan Sud est devenu indépendant, on peut devenir indépendant, on est assez nombreux, on est assez riche, on est assez cultivé, on a assez de ressources naturelles. Je suis désolé, on a une position, on a un rôle géopolitique, on a une position sur la carte d'Amérique du Nord, strictement ça. Il y a des intérêts partout. Il faut savoir qu'il y a des conséquences à bouger. Il faut pas ne pas bouger parce qu'il y a des conséquences à bouger, mais il faut juste être conscient. Et il ne faut pas s'appuyer sur une population qui va dire on va bouger si tout est beau, s'il n'y a pas de trouble. Et Pauline Marois elle-même s'est fait taper dessus parce qu'elle a dit qu'il va y avoir 5 ans de brasses camarades et de troubles après l'indépendance du Québec. Mais oui, 5 ans, minimum. 5 ans, dans un monde utopique, ça va brasser, là, et ça va brasser, et on va compter que sur nous-mêmes. Le fait de l'appui international, les autres pays vont « Ah oui, la France de Sarkozy va appuyer le Québec libre. » Voyons donc, il va falloir le tenir par là. Sarkozy, ben non. Ah oui, il va falloir avoir des méchants leviers pour que d'autres pays nous accotent. Moi, je suis désolé, le fait « Ah non, on est trop visible. » Personne, mais voyons donc, on est trop visible. Ben, oui, t'es en France, parler du Québec, on est visible. Là, on parle de la France, là, on n'est pas rendu en Autriche. L'Autriche, ils vont venir nous aider et sacrifier leurs gens pour nous sauver. Ben voyons donc. Wow! Puis tout le truc de la politique intérieure, c'est pas nos oignons, le Canada est notre ami, tout ça. C'est sûr qu'Israël va venir sauver le Québec si le Canada vient nous tapocher. Donc, on peut-tu mesurer les affaires, préparer notre monde à dire, écoutez, c'est là-dedans qu'on s'en va, il faut qu'on soit unis, il faut qu'on se tienne, il faut qu'on y aille. Et toute cette question-là, elle est tabou. Tabou peut-être pas, mais elle est comme contournée. Et moi, j'ai senti beaucoup d'irréalisme dans les discours à cause de ça. Je sens que ça manque encore de... Et peut-être que c'est ce que permet, encore une fois, le fait qu'on se rencontre ici sur une base hebdomadaire et qu'on discute et qu'on pousse le truc. Peut-être qu'on est rendu un peu plus loin, oserais-je dire, avec beaucoup de prétention, mais énormément de prétention. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que je reviens et je boucle la boucle avec ça. Quand je dis que le mouvement indépendantiste doit faire une avant-garde, c'est qu'il faut aller pousser des questions et faire de la théorie politique là où les partis politiques ne peuvent pas se permettre d'en faire parce qu'eux, ils parlent à des électeurs qui peut-être vont être frileux, vont peut-être... Nous, on a la liberté de parole à ce niveau-là aussi. On a la liberté de dire, écoutez, on va pousser la théorie jusqu'au bout. La seule conséquence qu'on a, c'est de se faire traiter de niaiseux ou d'alarmiste. OK, on va se faire traiter de niaiseux et d'alarmiste, mais si on prémarche le chemin, ça va permettre aux autres de suivre. Il faut ouvrir le sentier, ouvrir le sillon. Et c'est ça notre job. Il faut réfléchir à ces questions-là et il faut brasser de plus en plus de choses. Et moi, je suis très content parce que je vais le dire ici, on en avait parlé dans le cadre, dans un prototype de la triptyque, de la vigile triptyque, d'inviter des membres de différents partis indépendantistes, mais il y avait le Bloc québécois aussi qui était prévu, juste à venir présenter leurs options. Et c'était un truc qu'on avait commencé à soumettre à la CAP sur l'indépendance, et on s'est fait dire, non, c'est trop tôt, c'est trop gros, c'est trop tout ça. Bon, je pense pas qu'on nous ait volé l'idée, je pense plutôt que c'est dans l'air du temps et que c'est normal, évidemment, que tout le monde ait, en gros, les mêmes idées, que les mêmes idées se brassent à droite, à gauche et tout. Mais je suis très heureux de voir que ces idées-là, et c'est pas parce qu'on en a parlé ici que ça va se parler ailleurs, mais ça va se parler ailleurs en même temps que ça se parle ici, mais il faut pas s'empêcher d'en parler pour autant. Il faut brasser des idées, parler, déployer des concepts. Monsieur Lepage l'avait commencé aussi, je vais le faire aussi.
lancer des idées de projets, des idées de choses à faire dans un Québec indépendant, qu'est-ce qui serait intéressant. Donc, tout ce genre de travail-là, qui est petit, qui est à la petite semaine, qui est ingrat quelque part, est nécessaire. Et ça va donner des résultats sur le long terme, et on va être... au moins, on se sera exprimé pendant ce temps-là. Voyager dans l'espace et ça coûte rien. Hein? Oui. Voyager dans l'espace, c'est que ça coûte pas d'argent. Ben, d'une certaine manière, mais voyager dans... Non, mais je parle d'un projet d'avenir. Oui. C'est un rêve que moi, j'aimerais voir le Québec. Partir dans l'espace et que ça coûte pas une scène. Et que ça coûte pas une scène. Bon, ben voilà. Donc, l'espace intersidéral, tu veux dire? Oui, ok. Donc, gratuité pour le voyage dans l'espace, un projet. Et tout le monde y a droit, là. C'est pas juste les gens qui ont 35 millions. Bon, ben l'idée est lancée et dans un siècle, on va dire, il était un précurseur, mais il l'a vu en avant et tout le monde, maintenant c'est évident pour tout le monde. Donc, bon, c'est à peu près ça, là. J'ai l'impression de répéter un peu les mêmes idées, donc je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Salut. Bon, ça roule. C'est à peu près ça. Ben oui, c'est parce que je dis ça comme ça, là, c'est une idée folle, mais tu sais, je veux dire, c'est que quand on se met à rêver puis qu'on pense à l'avenir, je veux dire, il y a plein de choses qui nous viennent à l'esprit, tu sais, je veux dire, si des mouvements comme Occupons Montréal parlent d'abolir les frontières ou de redistribuer les richesses ou des choses comme ça, ben, ça permet toutes sortes de choses. Bon, c'est peut-être d'aller loin, là, de dire ces choses-là, là, mais tu sais, moi, je suis peut-être un petit peu plus étapiste, là, je suis peut-être plus, ben, on va foutre charret dehors, on verra après, tu sais, moi, c'est plus dans ce sens-là, je veux dire, j'ai beau rêver, mais je sens qu'il faut être terre à terre, comme tu dis, mesurer le terrain, pour après ça être capable de rêver, tu sais, mais il ne faut pas s'empêcher de rêver non plus. Sinon, ben, il n'y a pas d'enthousiasme, puis on n'est pas animé par le désir de faire avancer les choses. Mais je crois qu'on est à une époque où il faut avoir une rigueur sur ce qu'on fait. Là, on a un devoir de responsabilité, puis on a un devoir d'être très rigoureux dans ce qu'on... Comment dire, si on a un plan, si on a un projet, eh bien, on ne le laisse pas tomber, on essaie de garder le cap jusqu'à temps que ça se réalise, tu sais, puis bon, si on bloque à certains endroits, ben on s'en va dans un autre chemin pour atteindre le même but, tu sais, je veux dire. Là, on ramène les mêmes concepts un peu, mais ça corrobore, c'est-à-dire que, et je vais ramener ce que j'avais dit à la suite de la première intervention de Mathieu, dans la tête, dans toutes les directions, dans le corps, une seule action. C'est ça l'espèce de truc. Et ça rejoint aussi Sun Tzu. Oh, étrangement. Quand tu agis, quand l'armée part, tu as une direction, tu as un objectif, tu y vas, tu fonces. Mais avant, combien de calculs tu as fait? Combien tu as fait de rêves? Combien tu as fait de plans? Combien tu as fait de stratégie? Combien tu as fait d'observations? Combien tu as fait de choses comme ça? Il faut que dans nos têtes, on soit... Et encore plus, et là je fais mon... le gars qui avait été payé par Québec. Toutes sortes de bruit, je me rappelle plus son nom, déjà oublié. Mais enfin, donc il faut... Hein? Non, pas ça. En tout cas, donc il faut vraiment ne pas s'empêcher. Et c'est contre la langue de bois, et c'est contre le lavage de cerveau, et c'est contre les messages toujours répétés par les médias, et c'est contre l'espèce d'encadrement et de robotisation que les médias sociaux, ou pas les médias sociaux, mais le fait de racheter toujours du matériel informatique qui doit toujours être renouvelé parce qu'au bout de 6 mois, ça marche plus, puis va consommer, puis va dépenser des affaires, puis le vendredi noir qu'on a eu hier avec les merveilleux cas de chiens écrasés dont on nous a parlé aux nouvelles, parce que là, ça devient de la lutte, des gens qui se battent, une femme qui fait son chemin dans la file d'attente en poivrant avec du poivre de Cayenne, 11 personnes, blablabla, là, ça devient le nouveau spectacle. Là. Oui, les gens qui s'ensauvagent pour quoi? Pour acheter du matériel électronique ou des meubles, moitié prix, le tiers du prix, le 10e du prix. C'est intéressant, ça. C'est un prétexte. C'est du spectacle. Moi, je dis, fâche-toi, va lancer des œufs sur la porte de Jean Charest. Ben oui, mais c'est ça. Mais moi, ce que je répondrais à ça, c'est rêve, invente, explore, apprend, transmet des informations, transmet des choses.
Et une fois que tu l'auras fait beaucoup, là l'action doit être concentrée, et là, tu tapes une fois, puis tu y vas. Mais une fois que tu auras rêvé, déliré, que tu auras fait des choses et que tu auras élargi tes horizons, mais c'est aussi important, et c'est même primordial dans le sens que ça doit arriver en premier, d'élargir ses horizons, ensuite action. Mais une action. Et de la même manière, là on peut, et c'est pour ça aussi la question de l'état d'urgence dans lequel on est, c'est la question de combien de temps on peut se permettre de rêver, de délirer encore, là, avant de se concentrer et puis d'aller vers une ligne claire, puis de diriger vers ça. Et l'élection qui est sans doute au printemps, c'est un truc, et c'est une question qu'il faut se poser. L'élection du printemps, est-ce qu'il faut la gagner ou il faut s'endurcir en mangeant une volée au niveau indépendantiste? Mais réussir à passer au travers sans être affecté et continuer le lendemain exactement comme la veille. Je m'étais dit qu'il faudrait faire presque une manifestation monstre avant l'élection pour dire vive l'indépendance, puis organiser une manifestation encore plus monstre après l'élection, et surtout si Legault gagne haut la main pour dire oui, vive l'indépendance encore, et que les gens disent qu'ils n'ont pas compris, qu'ils ont perdu, qu'on dit non, on n'a pas perdu, on continue et on continue. Et vos élections, c'est pas ça qui nous affecte, on n'est pas touché par ça, et on continue, et développer une espèce de rigueur, de dire nous, on avance par là, et c'est ça le chemin. Et prouvez-nous que votre chemin est aussi bon, prouvez-nous que l'histoire vous indique que c'est ça la bonne direction, que la culture québécoise, que c'est chanter ça, rester gna 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 dans le Canada, qu'il y a des chanteurs qui se garochent pour faire ça, pour écrire du théâtre là-dessus, pour faire des films là-dessus, puis que nous, tous nos cinéastes, puis nos chanteurs, nos artistes qui chantent le contraire, ben ils se trompent, puis que dans le fond, c'est les vôtres qui ont raison. Montrez-les-moi, les artistes québécois qui chantent « Restons dans le Canada et on est donc bien dans notre nid douillet ». Je veux dire, on a une direction, on est convaincu, on sait que c'est par là qu'on va, on y va, et on va dans cette direction-là. Mais la question, c'est au niveau de l'urgence. Il y a des élections qui s'en viennent. Ces élections-là, est-ce qu'on se bat pour que ça soit des indépendantistes qui gagnent, ou est-ce qu'on se bat pour que ces élections-là, qui sont déjà, selon ce que Charles Hamel dit souvent, préparées d'avance, pré-mâchées, déjà les médias sont en train de laver le cerveau des électeurs pour que ça va dans une certaine direction, ces élections-là sont déjà perdues, mais on s'en fout. Ce n'est ça va être un coup de marteau sur un bouclier de guerrier quelconque, bang, bang, on s'en fout, bon, et on continue comme ça, et ça ne nous affecte pas dans notre trajectoire. C'est ça une des questions qu'il faut se poser. Et si on veut la gagner, et il y a des propositions qui commencent à se faire, il y a un certain, Réal Mathieu me parlait de ça de la semaine dernière, un certain Félix Pinel, qui paraît-il, est en train de concocter un système, et mon père, qui réfléchit aussi sur ces questions-là, a pensé un système parallèle, mais un peu plus primaire d'une certaine manière. C'est en fait que de se dire, les indépendantistes, que si on veut gagner les élections et remporter le maximum de victoires, je pense qu'il faut que les indépendantistes se rassemblent comté par comté, se parlent comté par comté et décident ensemble qui est pour eux le candidat le plus indépendantiste, peu importe le parti. Et à partir de là, que les indépendantistes, la force indépendantiste doit, et le problème, c'est que il faut laisser tomber le côté « Ah, j'ai le choix, j'ai le droit de voter comme je veux, j'ai la liberté ». Il y a un moment donné, il va falloir que les gens s'entendent sur un état d'urgence pour dire « Oui, il y a un mot d'ordre, je suis le mot d'ordre ». Ou bien, on va rester dans la dispersion. Mais le fait de l'union nécessite aussi qu'à un moment donné, tu dises « Ouais, je suis pas tout à fait d'accord avec ce gars-là ou cette fille-là, mais je pense que pour le bien commun ou pour la perspective large ou pour la vision à long terme, OK, je vais me pincer le nez puis je vais voter pour cette personne-là, cette fois-là, parce qu'il y a des objectifs plus larges ou à long terme à atteindre. » Et le système de Félix Pinel, je ne l'expliquerai pas ici parce que j'en ai entendu parler une fois, puis j'imagine qu'il y a un site, puis que des gens peuvent transmettre mieux que moi son système. Mais l'idée, c'est de dire, si on veut vraiment gagner, il faut que les indépendantistes, comté par comté, se rassemblent et s'organisent, et comté par comté fassent une assemblée, et comté par comté disent, nous, les indépendantistes vont voter pour telle personne. Et à partir de là, c'est un moyen pour les prochaines élections de dire on va mettre le plus d'indépendantistes possible à l'Assemblée nationale. Moi, par rapport à ça, j'ai une question qui a été amenée sur Facebook cette semaine, puis je vous la pose
la foule ici présente et puis à ceux qui écoutent. Et sinon, je pourrais chercher cette semaine. Mais quelqu'un qui demandait si c'était légalement possible que les trois partis fassent une coalition qui ferait en sorte que dans chaque comté, les trois partis auraient chacun un candidat. Il n'y aurait pas d'un seul candidat, il y aurait trois candidats qui luttent normalement pendant la campagne. Donc mon parti est meilleur que ces deux partis-là. Puis mais le jour du vote, il y a une entente entre les trois partis que dans chaque comté. Le candidat des trois partis qui a le plus de votes ramasse les votes. Ça, c'est suite au vote, donc les votes ont déjà été après le vote, après l'élection. Donc des deux autres partis, les trois partis sont d'accord. Donc il y a quelqu'un qui demandait, parce que pour moi c'est la solution idéale, mais est-ce que c'est légalement possible de dire ça? Est-ce que c'est une encontre aux lois électorales? Je ne sais pas si quelqu'un ici connaît la réponse. Bon, bonne idée. Ben, je connais pas la réponse et je sais pas au niveau légal et tout ça. Moi, l'impression que ça me donne, c'est que c'est un peu, comment je peux dire, c'est un peu malhonnête. C'est-à-dire que si un électeur vote pour un parti et pour quelqu'un et que le parti se fait, non, finalement, vous avez voté pour un autre, ça, il faut faire ça avant. Il ne faut pas faire ça une fois que les votes sont comptabilisés. Il faut faire ça avant et dire, et les partis, et ça, je pense que c'est tout à fait légal que les partis s'entendent, ok, toi, tu as tel comté, toi, tu as tel comté, ou tout simplement, moi, je ne présente pas de candidat dans tel comté parce que je me suis arrangé avec l'autre parti. Ça se fait. Mais est-ce que c'est humainement faisable, étant donné l'appétit de pouvoir qu'ont des politiciens? C'est ça qui est plus compliqué. Mais ça s'est déjà fait. Des partis qui ont dit non, on laisse tel comté pour que telle personne se fasse élire. Ça, c'est faisable. Le système de Félix Pinel est peut-être une espèce de système mais je ne veux pas m'avancer vraiment dans son système à lui, parce que je vais peut-être dire n'importe quoi, mais ça fonctionnait un peu sur le système des primaires. C'est-à-dire, c'était plus juste les indépendantistes entre eux, c'est tous les gens du comté qui étaient invités à voter pour le meilleur candidat dans les trois partis indépendantistes. Et une fois qu'ils avaient celui-là, c'est lui qui allait se présenter, qui allait représenter le comté du côté indépendantiste. Mais là, c'est sous toute réserve parce que je suis pas sûr d'avoir tout enregistré le concept de Félix Pinel. Mais encore une fois, vous ferez des recherches. Mais je pense que c'est faisable si les partis le font à visage découvert. S'ils se partagent les gains des votes après, non. Moi, en tant qu'électeur, je me sentirais volé. J'ai voté pour un tel. Ah oui, mais il s'était vendu à tel autre parti. Puis en fait, tu as voté pour tel parti sans le savoir. Ah, pourquoi? Et c'est beaucoup de perte d'énergie aussi. Tandis que si tu cèdes des comtés à d'autres partis, ben là, c'est une campagne plus... je veux dire, là, les partis ont plus d'énergie parce qu'ils ont moins de candidats. Donc, ils peuvent se concentrer plus, mais plus de monde. Puis ils sont plus forts aussi. Ils peuvent plus battre les fédéralistes. Donc, c'est plus pratique, selon moi, qu'il y ait une entente avant les élections et que là, il y a un partage des comtés en fonction des vedettes qu'ils ont. Tu dis que c'est malhonnête, mais c'est ça. Mais pour moi, c'est pas malhonnête dans le sens où avant l'élection, avant que la campagne débute, les trois partis disent ouvertement, dans chaque comté, nous, on veut pas, mettons, le PQ veut pas se retirer du comté de Jean-Martin Hossan, mais on a l'honnêteté de dire que on veut mener la campagne au mieux qu'on peut, mener la lutte pour dire notre parti est meilleur que les deux autres, mais ces deux partis-là, ce sont nos frères. Donc on est prêt à dire on a perdu la lutte entre nous trois puis on vous donne vos votes. Mais ce ne serait pas quelque chose qui se ferait après. Parce que si dans chaque comté, il y a un seul parti qui se présente justement, les deux autres partis seraient sûrs en partant qu'ils ne seraient pas élus. Puis comme on dit, les partis ont un pouvoir, donc ils ont un appétit justement. Donc en disant que dans chaque comté, tous les comtés sans exception, il y a les trois candidats, mais qui s'entendent entre eux pour dire on va mener la lutte pendant un mois pour dire mon parti est meilleur que celui-là. Mais on va, si le PQ a plus de votes que l'option nationale et Québec solidaire, mais l'option nationale et Québec solidaire vont dire eux, c'est le candidat indépendantiste qui a le plus de votes, donc on va le laisser. On a mené la lutte, on a dit à tout le monde que si on perdait la lutte, on leur donnait nos votes, et ainsi de suite. Donc moi, personnellement, je vois pas de malhonnêteté là-dedans. Je pense que c'est plus réaliste. Je sais pas que ça va être demain. C'est pas facile à faire adopter comme idée. Mais si c'est légal, pour moi, c'est plus réaliste que de dire que le PQ se présente pas dans Verdun puis Québec solidaire non plus. Si ça laisse une chance à chaque parti de se faire valoir sans
éparpiller le vote parce que tous les votes se ramasseraient finalement du côté du parti qui a le plus de... Ben, oui. André Lepage, l'idée de Mathieu est bonne, mais se rendre jusqu'au jour du vote, puis les gens votent pour le candidat qu'ils veulent, puis à la fin des comptes, ils disent OK, le PQ ou l'autre a obtenu plus de votes, on leur donne nos votes. Je ne pense pas que ça puisse marcher. Mais par contre, une semaine ou 15 jours avant le déclenchement des élections, les partis pourraient s'entendre, faire une convention, ça pourrait créer une dynamique dans le comté, puis choisir lequel des candidats qui devrait représenter, comme je parle depuis longtemps, moi, on doit avoir une coalition au Québec. Pas celle de Legault, là, et lui il appelle ça coalition, je ne sais pas pourquoi, là. Mais une réelle coalition des souverainistes, ou, j'aime pas le mot souverainiste, des indépendantistes. Imaginez-vous le candidat qui se présente dans un comté lors de la convention, il va aller chercher tout son monde pour travailler pour lui, puis les autres candidats aussi. Ça ferait sortir beaucoup de militants et ça créerait une dynamique. Là, on pourrait voter pour le candidat qu'on veut. Parce que moi, là, présentement, je ne voterai pas Parti québécois prochaine élection à cause de, pas Marois, à cause de la gouvernance souverainiste. Parce qu'on sait que, par expérience, que le PQ, la souveraineté, c'est pas le premier, c'est le premier article de leur programme, mais la plateforme électorale, on ne voit pas la souveraineté dans leur plateforme électorale. C'est ce que j'avais à dire sur le plan de Mathieu Séguin-Gionnet. Ah, ben ouais. Hey, la mémoire, hein? À 5 milliards avec l'âge. Vous avez parlé d'autres choses aussi. Hier, sur mon mur Facebook, dépendamment si ton mur est programmé français de France ou Babillard s'il est programmé sur français Canada. J'ai lancé une invitation pour venir ici aujourd'hui. Je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont répondu, là, mais ils sont pas là. Mais par contre, je leur disais que l'importance des vigiles ici, là, il faut faire pression sur le gouvernement. Puis si on était, pas 1000 par samedi, on n'est pas loin de ça. Là, on rapproche un peu, mais je leur disais que, imaginez-vous que c'est Charest, ils se rongeraient peut-être les ongles, mais présentement, avec en bas de quelques 100 personnes, ça ne le dérange pas. Mais pour passer à d'autres choses, pour la pression, je pense aussi aux manifestations qu'il y a eu dernièrement à Montréal sur la langue française, sur l'indépendance. Vous voyez que le gouvernement bouge présentement. L'Office de la langue française, ils ont prévu depuis quelques mois, il faut dire, hein, quelques mois, de s'occuper des affiches des compagnies anglaises. Et aussi, il y a des employés aussi à la Caisse de dépôt, à la Banque nationale, qui ont dit, coudonc, il y a du monde qui en parle. Et on sait que le gouvernement, les autres, ils font rien. Et l'Office de la langue française, on peut perdre leur job parce que c'est contrôlé par Charest, ça. Puis le gouvernement, je veux dire.
si c'était le gouvernement, c'était l'Assemblée nationale. Mais est-ce que le directeur ou le président de l'Office de la langue française est nommé par l'Assemblée nationale ou nommé par le gouvernement? Je voudrais savoir. Là, Je pense que c'est nommé par la ministre responsable. Le ministre, je veux dire, tu sais, ça devrait être nommé par l'Assemblée nationale. C'était pour vous dire que la pression, ça a fait les 1000 personnes, 3 000 à 4 000 personnes de la marche d'indépendance, pour la marche pour le français aussi dernièrement. Puis il va en avoir un autre aussi le 1er décembre. Là. Puis il va y avoir une autre manifestation aussi le 28, là, 29, lundi. 28, je ne serai pas là, mais parce que pour une raison personnelle. Là. Mais si je peux, je vais y être. Il faut faire pression. Puis l'indépendance, ce ne sera pas le PQ, ce ne sera pas l'option nationale, ce ne sera pas le parti indépendantiste. Il faut que ça passe par la population, par un mouvement populaire qui fait pression, comme disait Thierry tout à l'heure. Si on perd la prochaine élection, le mouvement doit rester là, puis on doit manifester, puis aller jusqu'au bout. Comme je vous donne un exemple on verra pas ici. Imaginez en Égypte, ils ont demandé 1 million de personnes. Là, ils sont tannés là, de se faire avoir par un président d'Égypte qui était le pantin de l'armée, puis l'armée maintenant a pris le pouvoir. Ils l'ont jamais laissé le pouvoir, selon moi. Là. Mais là, présentement, le peuple, ils sont prêts à mourir pour la cause. Mais chez nous, sommes-nous prêts à mourir pour la cause? Moi, je l'ai jamais dit, les gens du Parti québécois pensent qu'ils ont peur de mourir pour la cause. C'est pour ça qu'ils mettent la souveraineté ou la gouvernance souverainiste à l'écart. Merci. Je vais revenir brièvement sur ce que Mathieu a amené. Ben oui, je suis d'accord. Moi, j'avais mal compris ce que tu expliquais. Je pensais que ça se faisait en arrangement entre les trois députés, les trois candidats, entre eux, après, puis OK, c'est toi qui gagne, tout ça. Mais non, si ça s'annonce, oui, mais c'est un système comme un autre. Les deux hic que je vois, c'est... mais là, on est effectivement dans du détail, là, mais ça peut être un système qui peut marcher. C'est la question, je ne sais pas si la population va comprendre le mécanisme. C'est-à-dire qu'il y a une question de regarder, on va changer les règles du jeu. OK, c'est un peu plus compliqué. C'est pas que je sous-estime la population individu par individu, mais en tant que groupe général à qui on essaie de s'adresser, c'est faut être un peu plus... Et je reviens là-dessus. Il y a une question d'énergie organisée, et c'est ça aussi le pari que ça ferait, c'est est-ce que les gens voteraient, si tous les indépendantistes se regroupaient derrière une bannière dans un comté, mettons, ils disent, là, on est tous derrière au centre, là, dans ce comté-ci. Est-ce que les électeurs vont dire, oh, OK, les indépendantistes sont de ce bord-là, c'est les fédéralistes de l'autre, moi je suis indépendantiste, je vote là, ou bien ils vont dire, non, je sais pas, je vais... Radical. Hein? C'est radical parce que c'est l'indépendance, puis là, je préfère voter... ça, je sais pas. Mais il y a aussi la question, c'est ça, une élection, ça demande de l'organisation, ça demande des téléphonistes, ça demande du porte-à-porte, ça demande de l'affichage, ça demande du c'est comme n'importe quelle manifestation, n'importe quelle activité. Donc, ça demande des gens qui travaillent là, de l'énergie, des choses comme ça. Si tous les gens dans un comté qui sont indépendantistes se ralliaient derrière une seule bannière, ils seraient beaucoup plus nombreux que s'ils étaient divisés en 3 groupes qui chacun allait porter des affiches, chacun de leur bord, chacun faisait des téléphones, chacun de leur bord. S'ils étaient tous ensemble, là, on aurait une force de frappe qui pourrait écraser l'autre aussi. Simplement tactique, là. On est simplement dans le truc de brasser de l'air beaucoup plus dans un comté que l'autre gang est capable de le faire parce qu'eux seraient justement en 3 groupes. Ça dépend si l'ADQ se fusionne avec la CAQ, ça sera en 2 groupes, mais ce serait minimalement en 2 groupes qui, eux,
sont normalement incapables de fusionner, normalement. Tandis que, et entre autres parce qu'on a, entre guillemets, une taupe indépendantiste à la CAQ. Je veux dire, Legault, fondamentalement, il n'a pas viré fédéraliste, il a viré neutre. Mais il ne faut pas oublier qu'il est... C'est comme toutes les critiques qu'on a fait face au Bloc québécois, de dire le Bloc québécois il est rendu à aider le système fédéral. Oui, mais c'est des indépendantistes à la base. Puis moi, je préfère des indépendantistes à la base, même s'ils jouent le jeu de la Chambre des communes, que là, ça m'achale pas. Puis qui disent aux autres, regardez, nous sommes bons, nous sommes pacifiques, nous sommes démocrates et tout. On s'en va, gentiment, plutôt que de dire non, nous sommes nos ennemis et on va se battre contre vous. En tout cas, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dedans, parce que c'est trop... Mais ce que je veux dire, c'est que ça... si on peut réussir à créer des alliances entre indépendantistes, parce que l'indépendance va être plus importante que le parti, et ça, Ossin a été très clair là-dessus, l'ON se fusionne dans la seconde avec n'importe quel parti qui dit « moi je suis purement indépendantiste, puis je suis la ligne dure, la ligne claire, on fait ça pour l'indépendance ». Il dit tout de suite, l'ON, on s'en va, puis on rentre dans ce gang-là, sans problème, et c'est ça sa ligne éditoriale, puis c'est très clair. Mais c'est ça, si le PQ, le Québec solidaire pouvait réussir à s'associer de la même manière, là, il y aurait une force d'impact, évidemment. Mais là, c'est peut-être une utopie en ce moment. En tout cas, c'était juste pour dire que j'avais mal compris. Je pensais que, donc, oui, c'est honnête, si ça se dit. Tant que tu le dis clairement, c'est honnête. Tant que tu le dis clairement avant que les gens fassent le X, c'est très, très honnête. C'est si tu fais des arrangements après que là. Voilà, c'est tout. Merci. Une question, André Lepage, une question à Ossin. Oui, Jean-Martin. Jean-Martin Ossin. Il dit qu'il fusionne un parti qui va pour l'indépendance. Le parti indépendantiste, ils lui ont offert ils ont ouvert la porte, puis ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Non, mais ce qu'il veut dire, c'est les élections. Non, c'est un parti. Je parle. Merci. Dans une campagne électorale. Oui, moi, c'est ça. C'est un autre. Moi, l'impression que ça m'a donné, c'est parce qu'ils ne considéraient pas que le Parti indépendantiste était assez organisé ou assez puissant pour que ça vaille la peine. Ils sentaient que l'ON, tout petit nouveau parti qu'il soit, avait plus d'appui et plus de structure politique que le pays pour faire quelque chose. En tout cas, c'est l'impression que ça m'a donné. Et bon, d'ailleurs, la première intervention qu'il y a eu dans les questions, c'était le président du Parti indépendantiste qui a dit « Yo, je suis même pas en avant en train de parler avec vous ». C'est parce qu'il est considéré comme un joueur trop petit, où il passe sous le radar. Il a passé sous le radar du CERAN, qui était la chaire de recherche qui organisait l'Assemblée. Et parce qu'il n'est pas assez visible, ou qu'il n'est pas assez actif, ou qu'il n'y a pas assez de contact au niveau médiatique, au niveau de ça. Donc, moi, c'est l'impression que ça m'a donné l'Assemblée de justice. C'était quelque chose à... C'était ça. C'était ça, ben voilà. Alors voilà. Et c'est tout. Bon, donc, voilà. Bon, quelqu'un d'autre veut ajouter de quoi? Plus un petit commentaire sur ce que vous avez dit sur le pays français. Il y a à peu près 2-3 mois de ça, on n'entendait pas parler dans les médias. Il n'y avait pas vraiment... C'est avant que les manifs éclairs commencent. On en parlait plus. La Société Saint-Jean-Baptiste ne faisait pas vraiment d'action régulière pour ça. Là, elle a commencé sa première manif éclair. Sa deuxième. Ensuite, il y a eu la manif où on a attiré quelques centaines de personnes pour l'affichage en journée fin de semaine, ce qui attire plus de monde que pendant la semaine. Puis je pense que c'est 2-3 jours après, les médias ont commencé à parler. Ils avaient parlé un peu du NPD avant, certains députés qui ne respectaient pas dans les tracts qu'ils distribuaient. Ils ont commencé plus à en parler. Il y a le militant de la Société Saint-Jean-Baptiste qui a porté des plaintes dans le comté de la ministre où il y avait une cinquantaine d'infractions. Les médias en ont parlé, Cyberpresse, TVA, Radio-Canada. Ensuite, il y a eu la Caisse des dépôts. Les médias dernièrement en parlent plus. Ça fait suite justement au manif éclair et à la manif sur l'affichage qui a réussi à attirer beaucoup de monde. Donc pour moi, c'est un excellent exemple que souvent on dit les médias dictent. C'est vrai que les médias ont tendance à dicter ce que les citoyens vont faire, mais les citoyens sont aussi capables de dicter ce que les médias vont faire, puis ça marche des deux bords, parce que ça part des citoyens dans des manifs de même, des actions. Les médias vont embarquer.
les citoyens qui ne sont pas impliqués vont embarquer suite aux médias qui vont les conscientiser à ça. Donc s'il y a une question de sondage, mettons par exemple aujourd'hui, est-ce que vous croyez que le français est en danger à Montréal? Contrairement à il y a un mois et demi, je suis sûr qu'aujourd'hui la réponse serait beaucoup plus significative qu'il y a 2 mois. Puis ça c'est à cause parce que les médias en parlent, puis les médias en parlent à cause des élections. Donc c'est un excellent exemple que c'est pas vrai que les médias ils vont nous dire quoi faire jusqu'aux élections si nous il faut rester assis. C'est vrai qu'ils ont un gros pouvoir là-dedans, mais nous, à la base, nous, on peut les influencer. Quelqu'un cette semaine disait que l'option nationale, les médias n'allaient pas en parler, puis ben, là, ils n'en parlent presque pas, mais c'est à nous de créer c'est l'exemple d'option nationale, mais c'est bon pour tous les partis, tous les mouvements, c'est à nous de créer la vague, justement. Il y a l'option nationale, je reste dans cet exemple-là. Ils font leur lancement de parti au mois de décembre, il va y avoir beaucoup de monde, beaucoup de jeunes. C'est des actions comme ça, dans chaque cas, pour chaque cause qui vont faire en sorte que les médias, les gens vont embarquer, donc ça part du petit noyau, puis ça s'élargit, puis ça c'est un exemple justement de ce qui est en train d'arriver avec les Français. André Lepage, dans le même sens, Mathieu, là, si le Parti québécois en parlait de l'indépendance, les médias embarqueraient sûrement, et ça ferait boule de neige, je suis certain. Mais pourquoi que ils n'en parlent pas? Là? Il doit y avoir une grosse raison en arrière de ça. Là. Parce qu'ils ont peur. C'est de la peur. Moi, c'est ça que je dis. Ils ont peur de mourir pour la cause. Et il y en a des gens qui sont prêts à mourir pour la cause. Soyons là. Disons au Parti québécois, former une coalition qui réunirait tous les partis pour la prochaine élection. C'est l'avenue à faire l'indépendance du Québec. Il ne faut pas attendre encore 10-15 ans avec le nombre d'immigrants qui rentrent ici par année, au-dessus de 50 000, c'est beaucoup. Et une chose que je n'en ai pas parlé encore, ça a été prouvé que lors du dernier référendum, ce référendum a été volé. Est-ce qu'on a entendu des gens du Parti québécois de dénoncer ce processus? J'ai lu cette semaine sur Facebook un jeune qui a emmené toutes les irrégularités qu'il a eues pendant la veille précédant le vote. Il y a certains immigrés qui ont réussi à voter au Québec. Il n'y avait même pas un an ici. Habituellement, c'est un non-sens. Moi, je ne crois pas. Je ne veux pas empêcher les immigrants de voter, mais un immigrant pour voter doit connaître la langue, doit connaître aussi l'histoire du pays. Mais je ne crois pas qu'un immigrant devrait avoir le droit de vote avant au moins 5-10 ans. 6 mois, on pourrait pas dire 6 mois que ces gens-là ont eu leur carte des migrants acceptée, puis paraît-il le service. C'est de vous dire que je vous dis, là. Mais c'est probablement écrit dans certains livres de quelqu'un qui a écrit un livre, référendum volé, là. Il y a probablement des preuves là-dessus que ces gens-là, l'Immigration Canada, ils ont dit comment voter au prochain référendum. C'est ça que j'aime pas du Parti québécois. Pourquoi faire que le parti n'en a jamais parlé? Merci. Bon, dernière intervention, je crois. Je vais voler toutes les idées de Mathieu et les dire dans mes mots. Mais oui, M. Lepage, je pense que ça a été démontré et prouvé là, que le vote, que des immigrants qui sont faits de ta citoyenneté, mais tu votes, la condition c'est que tu vas voter non au prochain référendum au Québec, c'est tout. Donc, et ça s'est fait à la vapeur.
Pour reprendre le truc de Mathieu et résumer ça à une formule simple, et pour reprendre ce que M. Lepage aussi a dit, c'est que les partis politiques, comme les médias, sont des suiveux quelque part. Et quelque part, le pouvoir est entre les mains des créateurs, et au sens très large, de ceux qui initient des mouvements, qui initient des projets, qui initient des discours, qui initient des analyses, qui se prononcent et regardent les choses, les observent et disent, regardez, c'est ce qui se passe, et il faut que ce soit sous forme de manifestation, sous forme de colloque, sous forme de conférence, sous forme de n'importe quoi. C'est ça le pouvoir du citoyen, c'est ça le pouvoir de l'individu dans la collectivité. Et prenez ce pouvoir, je vous implore de le prendre, tous ceux qui écoutez ici ou sur Internet. C'est ça la prise de contrôle. C'est ça avoir du pouvoir sur les événements. C'est observer tout ce qui nous entoure, en tirer des conclusions, agir. Et ça peut être agir à petite dose et à petite échelle, pardon, et souvent, ça peut être agir à grande échelle une fois et donner un grand coup, mais l'important, c'est de bouger et d'agir. Et effectivement, les médias vont finir par suivre le mouvement, les partis politiques vont finir par suivre le mouvement. Alors, allez-y. Merci. Prendre des initiatives. Et pour répéter ce que j'ai entendu à peu près là, de Jonathan Cyr la semaine passée, qui disait que les mouvements devraient pas avoir à l'esprit de prendre le pouvoir, de se transformer en parti politique. Les mouvements devraient être seulement là pour influencer les partis politiques et pour influencer le gouvernement. Quelqu'un d'autre? Non? Les mouettes ont passé. Oui, c'est ça. Faut gueuler les mouettes. C'est par Hitchcock. Ah, c'est ça. Ben, tu veux que je lise, toi? Bon. Alors. Comme c'est ma semaine, c'est moi qui lis la déclaration en plus. Nous sommes arrivés à ce qui commence. Lorsqu'un gouvernement élu par le peuple cesse d'agir dans l'intérêt de celui-ci, ignore délibérément et obstinément les réclamations légitimes de celui-ci, croyant gagner à l'usure, par le mensonge et l'abus de son autorité, ce qu'il ne peut obtenir dans la transparence et l'honnêteté la plus élémentaire, les citoyens et citoyennes de ce peuple ont le devoir et la responsabilité de le destituer. Dans tous les régimes démocratiques du monde, le mécontentement populaire à l'égard d'un gouvernement et de ses politiques peut et doit s'exprimer à l'occasion d'élections périodiques. Et le statut équivoque et indéterminé du Québec dans le système fédéral canadien réclame des actions résolument distinctes de la part de ses citoyennes et citoyens. C'est à défaut d'appartenir concrètement, légalement, constitutionnellement au Canada que le Québec peut et doit, en des temps de crise majeure comme ceux que nous traversons, exercer une autorité inédite et sans précédent. En décidant d'agir, de révoquer ceux qui nous gouvernent, malgré toutes les réserves que commande une démocratie que nous estimons et respectons plus que tout, le Québec fonde, par le fait même, son indivisible appartenance, une et inaliénable, laquelle s'inscrit dans les limites historiquement et politiquement reconnues de son territoire. Nous sommes arrivés à ce qui commence.